Bon, on nous présente souvent la transition énergétique comme une sorte d'autoroute. Le GPS est réglé sur avenir vert, tout semble fluide, et les grands titres nous disent que le solaire et l'éolien, c'est devenu moins cher que tout le reste. Une évidence, quoi. Mais alors, imaginez la scène. En plein milieu de cette autoroute, des géants comme BP et Shell, qui ont quand même dépensé des milliards pour repeindre leurs camions en vert, font un demi-tour au frein à main. Que se passe-t-il? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Pourquoi ce revirement? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur la solidité de cette fameuse autoroute? Pour nous guider, on s'appuie sur une analyse assez fouillée du média Atlantico qui a interrogé deux spécialistes du secteur, Samuel Furfari et Jean-Pierre Favennec. Notre mission ici, comprendre si c'est juste un petit ajustement de trajectoire ou si on vient de trouver une fissure bien plus profonde dans le modèle de transition qu'on nous présente. Le point de départ est pour le moins déroutant. BP et Shell se retirent, ou en tout cas freinent très fort sur les renouvelables, après y avoir perdu des milliards. Mais attendez, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend, non? On nous dit que le coût du solaire a tellement chuté. Comment c'est possible que ce soit pas rentable si l'énergie elle-même, le soleil, le vent, est quasi gratuite? C'est précisément là que se situe ce que Samuel Furfari, un des experts cités, n'hésite pas à appeler un grand mensonge. Il y va pas par quatre chemins. Un grand mensonge, ce sont des mots très forts. Est-ce que c'est pas juste, disons, un optimisme un peu excessif de la part des promoteurs? Ou est-ce que, selon lui, il y a une vraie volonté de cacher une partie de la vérité? Sa logique est assez directe. Il pose une question toute simple. Si les énergies renouvelables étaient si rentables, une mine d'or, pourquoi l'Union européenne a besoin de forcer la main des entreprises avec des directives? Des directives contraignantes depuis 2009, renouvelées encore et encore. Normalement, quand une technologie est rentable, le marché s'en empare tout seul, on n'a pas besoin de l'imposer par la loi. D'accord, c'est un argument qui se tient. Mais revenons à ma question. Pourquoi c'est pas si rentable que ça? Malgré la chute des coûts, où est le piège? Le piège, en fait, c'est qu'on nous montre une seule ligne du bilan. Oui, le coût marginal de production d'un kilowattheure solaire ou éolien est très bas. Une fois que le panneau est là, le carburant est gratuit. Mais le vrai problème, celui qui change toute l'équation, c'est l'intermittence. C'est-à-dire le fait que ça produit pas tout le temps? Exactement. La production n'est ni constante, ni prévisible, ni pilotable. C'est un peu comme avoir une usine hyper performante mais qui peut tourner que quand il fait beau ou qu'il y a du vent sans qu'on puisse décider? Ça doit être un cauchemar à gérer. C'est ça. Et ce cauchemar a un coût. Pour garantir que la lumière s'allume quand on appuie sur l'interrupteur, il faut construire et maintenir en parallèle d'autres centrales. Des centrales pilotables, souvent au gaz ou même au charbon, prêtes à prendre le relais à tout moment. Il faut renforcer les réseaux électriques, envisager du stockage qui coûte une fortune. Tous ces coûts indirects y sont colossaux. Et à la fin, c'est le consommateur qui les paie. Donc paradoxalement, plus on ajoute de renouvelables intermittents, plus le coût global du système électrique augmente. Attendez une seconde. Si je vous suis bien, ces milliards n'ont pas été investis parce que les dirigeants de BP ou Shell croyaient à une révolution verte imminente, mais c'était surtout du marketing. C'est en grande partie l'analyse de Samuel Furfari. En Europe, être une compagnie pétrolière, c'est avoir une très mauvaise image. Ah oui, c'est sûr. Il explique qu'en investissant une toute petite fraction de leur budget com dans le solaire ou l'éolien, ces boîtes pouvaient se draper dans une vertu écologique. C'était du greenwashing pour calmer l'opinion et surtout un bouclier juridique face aux attaques des ONG. Ah oui, je me souviens de l'opération de BP. Ils avaient même changé leur slogan. C'était Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. Tout à fait. Le logo était devenu une sorte de soleil vert et jaune. C'était partout. On y a presque cru, hein? Absolument. Jean-Pierre Favrenec le rappelle aussi, c'était à la fin des années 90, et plus récemment, le PDG de BP entre 2020 et 2023, Bernard Leny, a vraiment mis le paquet sur cette stratégie. Mais la réalité l'a rattrapé. Son successeur, il a reçu un mandat très clair du conseil d'administration, retour à l'essentiel, le pétrole et le gaz. C'est là que se trouve la rentabilité. Shell est un peu plus subtil, il claque pas la porte aussi fort, il parle d'une croissance sélective et rentable, mais bon, En clair, ça veut dire que ce sera un complément et plus le cœur de la stratégie. voilà, exactement. C'est fou. Donc pendant des années, on a eu des logos verts, des slogans Beyond Petroleum et tout ça. C'était une immense opération de com financée par les profits du pétrole. Mais une façade, ça finit toujours par se fissurer.
Quel a été le déclic? Qui a pu faire plier des géants pareils? C'est pas les ONG cette fois. Non, juston, le coup de sifflet final n'est pas venu de Bruxelles ou d'une capitale européenne, mais de Wall Street. C'est ça qui est fascinant. Furfari explique que les grands fonds de pension américains, ceux qui gèrent les retraites de millions de personnes, ont juste regardé les chiffres. Ils ont comparé les performances des majeures européennes, BP, Shell, Total Energies, qui jouaient la carte verte, avec celles de leurs concurrentes américaines comme ExxonMobil ou Chevron, qui sont restées focalisées sur les hydrocarbures. Et j'imagine que le résultat n'était pas en faveur des Européens? Le résultat était sans appel. Ils perdaient de l'argent. Ou en tout cas, ils en gagnaient beaucoup moins. Le message envoyé au conseil d'administration a été d'une clarté brutale. On a investi chez vous pour des rendements, pas pour financer votre image de marque. La pression des actionnaires a été trop forte. Même les dirigeants qui, d'après les sources, étaient peut-être sincèrement convaincus par la stratégie verte, ont dû faire marche arrière. La réalité du marché a gagné. Ce qui est terrible, c'est que ça semble presque logique d'un point de vue purement financier. Et si cette pression s'applique à BP et Shell, elle doit s'appliquer à tout le monde. Est-ce que ça veut dire que tout l'écosystème vert, qui dépend si souvent de l'argent public, est menacé? C'est la grande crainte de Furfari. Il prévient que ce qu'on voit chez BP et Shell pourrait n'être que le début. Tout ce secteur a été construit à grand renfort de subventions. Mais aujourd'hui, avec la montée des taux d'intérêt, l'argent est plus cher, les dettes publiques explosent, cette source de financement risque de se tarir. Il emploie un mot très fort, il parle d'une possible véritable hécatombe. Dans une économie de marché, on ne peut pas subventionner éternellement des secteurs qui ne sont pas rentables par eux-mêmes. Tout ça dresse un tableau bien plus sombre que les scénarios officiels. On a l'impression que ces plans pour la neutralité carbone en 2050 glissent un peu sur ces réalités économiques. C'est exactement la critique de Furfari. Avec son expérience à la Commission européenne, il a une vision assez directe du processus. Il dit que ces scénarios sont souvent construits pour démontrer que la décision politique est la bonne. C'est une accusation assez lourde. Il suggère on tord un peu les chiffres, qu'on utilise des artifices de calcul pour que le modèle aboutisse à la conclusion souhaitée par le politique, sans forcément que ce soit ancré dans la réalité physique. C'est vertigineux. Mais au-delà des modèles, l'autre expert, Jean-Pierre Favnec, il nous ramène à des obstacles très concrets. Il dit pas que la transition est pas nécessaire, mais il met en garde contre une forme de naïveté. Oui, il nous ramène sur le terrain. L'éolien terrestre, par exemple. De plus en plus, il se heurte à l'opposition des riverains. Le syndrome « pas dans mon jardin ». Un obstacle majeur, alors on nous dit « allons en mer », là où il n'y a pas de voisins pour se plaindre. Sauf que la mer, c'est un environnement incroyablement hostile. Les investissements sont colossaux, la maintenance est un cauchemar, le sel, le vent, l'humidité, ça ronge tout. Et l'intervention d'un technicien sur une éolienne à 50 km des côtes, ça coûte une fortune. D'accord, donc même si on arrive à produire cette électricité, on en revient toujours au même problème. Et s'il n'y a pas de vent? Précisément. Il faut une assurance, un backup. Et là, les choix sont difficiles. L'Allemagne et la Chine, deux champions de renouvelables, utilisent aussi massivement le charbon pour assurer la stabilité de réseau. Le gaz est souvent vu comme une énergie de transition, mais ça reste une énergie fossile. Donc on construit des énergies vertes qui dépendent des énergies fossiles pour fonctionner. Le paradoxe est total. Et le stockage, les fameuses batteries géantes. C'est une piste, bien sûr, mais Favnec souligne la dépendance que ça crée. Le lithium, le cobalt, l'extraction est souvent très polluante et les ressources sont concentrées dans quelques pays. On risque de remplacer une dépendance géopolitique par une autre. Et il y a un dernier coup caché, c'est ça? Oui, le réseau lui-même. Transporter de l'électricité depuis des parcs éoliens en mer du Nord jusqu'aux usines du sud de l'Europe, ça demande de reconstruire des autoroutes électriques. Ce sont des centaines de milliards d'euros d'investissement qui s'ajoutent à la facture finale. C'est le prix caché dont on parle peu. Et l'hydrogène vert, qu'on nous présente parfois comme la solution miracle? Favnec le mentionne comme une piste, mais une piste encore très chère. Furfari, lui, est beaucoup plus direct. Il qualifie l'hydrogène produit par électrolyse avec de l'électricité renouvelable d'utopie chimique. Son calcul est simple. Tant qu'il y aura du gaz naturel, produire de l'hydrogène vert coûtera environ 7 fois plus cher que de le produire à partir du gaz. Le choix est vite fait pour un industriel. Bon, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'un côté, on a la réalité brutale des marchés, qui rattrape une vision de la transition qui semblait parfois guidée plus par la com que par l'économie. De l'autre, la nécessité de réduire les émissions de carbone, elle, ne disparaît pas. C'est une réalité physique.
Mais cet épisode avec BP et Shell met en lumière une vérité qui dérange. La transition sera beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus lente et infiniment plus complexe que ce qu'on a voulu nous faire croire. D'ailleurs, Samuel Furfari rappelle une statistique assez saisissante. Je vous écoute. Après 50 ans de discours sur la transition énergétique, depuis les chocs pétroliers des années 70, l'éolien et le solaire ne représentent aujourd'hui qu'environ 3% de l'énergie primaire mondiale. 3%. Et quand on dit énergie primaire, il faut bien comprendre que ça inclut tout. Pas juste l'électricité. Le carburant des avions, le gaz pour se chauffer, le charbon pour l'acier. L'ensemble de l'énergie brute que l'humanité consomme. Et sur tout ça, solaire et éolien, c'est seulement 3%. Exactement. Partons de 3%, après 50 ans d'efforts, atteindre un système quasi décarboné d'ici 2050, soit dans moins de 30 ans. Ça semble relever de l'illusion, du moins à ce rythme. Le chemin n'est donc pas une autoroute, mais plutôt un sentier de montagne, escarpé, plein de virages, une négociation permanente entre les lois de la physique, la force du marché et la réalité économique. Et ça nous laisse avec une question finale un peu vertigineuse. Jean-Pierre Favennec conclut qu'il appartient à la puissance publique, aux États, de trouver le bon équilibre. Mais après tout ce qu'on vient de dire sur la pression des fonds de pension internationaux, on est en droit de se poser la question. Les États ont-ils encore vraiment le volant entre les mains pour piloter cette transition? Ou sont-ils devenus de simples passagers qui essaient juste de garder le cap au milieu d'une tempête dictée par des forces économiques mondiales qui les dépassent?